Au 19e jour, les forgerons font une flambée dans le four avec de la paille. Il faut que le four soit complètement sec. C'est à l'aide d'un briquet traditionnel et d'un silex tiré de la mine qu'ils produisent la flamme. Le feu ne peut être bouté qu'avec un briquet de fer noir, car le four n'accepte que la flamme venue de sa propre matière. Puis, Amatiégué charge le feu avec des souches d'acacia blanc. Le four étant prêt, il manque encore le combustible. C'est avec le bois d'un robuste arbre mort, le Prosopis africana, qu'on produit le charbon. Par ses propriétés sacrées, qui le rattachent au cycle de la mort et de la résurrection, cet arbre ne peut pas être utilisé pour la cuisson des aliments ou pour tout autre usage. Et les femmes n'ont pas le droit de l'entamer. Son débitage est difficile à cause de sa dureté extrême. Le charbon que fournit le Prosopis possède des qualités exceptionnelles. Il ne fait pas de cendres, et de tous les charbons, c'est celui qui dégage la chaleur la plus intense. Quatre arbres, tous morts depuis plus de 20 ans, ont été abattus et tronçonnés en rondins ce jour-là, soit le 20e depuis l'ouverture de la mine. Tout ce bois récolté devrait produire 300 kg de charbon, soit le combustible nécessaire pour cette opération. Pour éviter les feux de brousse, le bois est alors acheminé dans un champ où il sera calciné et transformé en charbon. Une équipe d'hommes s'y trouve déjà et prépare le terrain. Une fois déchargés, les rondins sont soigneusement répartis en 2 meules, dressées chacune sur un lit de paille. En début d'après-midi, le feu est bouté aux meules. En fin d'après-midi, les meules ne forment plus que de vastes amas de braise. Les souches qui n'ont pas été entièrement calcinées sont aussitôt mises à l'écart. Les forgerons creusent alors une tranchée autour des meules afin de dégager du sable.
Puis tous ensemble, ils étouffent les flammes en couvrant les tisons de sable jusqu'à ce que les deux meules soient complètement ensevelies. Sous cette carapace, les braises reposeront toute la nuit et se transformeront en charbon. Au matin, la carbonisation est achevée. Les hommes défont les meules, le charbon dispersé est arrosé et une fois sec, chargé dans des paniers. Les porteurs se lancent alors dans l'ascension de la falaise. Ce sera le dernier voyage. Ils atteignent le sommet après 2 heures de marche. Puis, ils traversent la place du marché d'Aridingui. Le charbon de bois parvient enfin sur le site, où il est déchargé sur une esplanade à proximité du four reconstruit. Le jour décisif est arrivé, celui où sera mise en œuvre la réduction du fer. Au matin de ce 26e jour, les forgerons opèrent les derniers aménagements du four. Avec l'argile de la termitière et la paille de fonio, ils confectionnent des tuyères qui seront scellées dans des embrasures. Les tuyères sont indispensables pour assurer l'aération du four. Pour celui-ci, il en faut 12. Mais par prévoyance, les hommes en font 15, car les tuyères sont fragiles et peuvent se casser lors de leur mise en place. Il faut ensuite préparer le terrain sur le périmètre du four. Les forgerons raclent le sol et le nettoient en le débarrassant de tous ces matériaux indésirables. Puis ils émiettent la terre. Une fois réduite en poudre, ils la tamisent entre leurs doigts, de sorte que le sol tout entier soit recouvert d'une couche de poussière. Mélangée à de l'eau, cette même poudre leur servira de mortier pour sceller les cuillères. Les hommes se sont rassemblés sur la plateforme de roche. Armés de blocs de grès, ils concassent le minerai pour en éliminer les derniers corps étrangers. Alors ils pourront procéder à la purification du four. 2 coqs, un blanc et un noir, sont sacrifiés aux esprits des ancêtres. Le coq ne doit pas battre des ailes et son sang doit être effacé. Dans l'après-midi, Sagou se met à l'œuvre et le ventre du four est bourré de longues tiges de mil. Antandu a prononcé les incantations, puis le vent s'est levé. L'heure est venue d'allumer le four. C'est Amatiégué qui s'en charge, tandis qu'Antandu prononce les formules rituelles.
Douze bottes de tiges de mil sont successivement enfournées. Calcinées, elles tapisseront le fond du four et empêcheront que la masse de scorie ne s'y incruste. Maintenant que la braise est formée, tout se précipite. Pour poser les tuyères, il faut d'abord boucher les embrasures. Les forgerons remblaient la terre fine et la dressent en murets qui serviront d'appui. Le niveau cependant doit être le même pour toutes les tuyères. Sur l'appui des 6 ouvertures, la terre est ainsi tassée en biseau. Deux tuyères sont alors mises en place dans chacune des 5 embrasures et 3 dans la porte centrale. Après avoir jeté une poignée d'herbes sèches pour raviver le feu, Anchiama disperse 4 brins de paille, puis 4 morceaux de charbon à l'intention des 4 génies cardinaux. Les flammes renaissent et la première charge de charbon est versée dans le four. 194 kilos répartis en 14 paniers. Le dernier panier étant versé, les forgerons bouchent aussitôt l'orifice des tuyères afin qu'aucune poussière ne s'immisce dans le four. Puis ils murent les lucarnes avec le mortier et recouvrent le tout de terre poudreuse. Une demi-heure plus tard, ils ôtent les bouchons de terre qui obstruent les orifices. Le four peut être chargé de minerais. De la crête du four, Anchiama lance 4 morceaux de minerai à l'intention des 4 génies cardinaux. Le minerai peut alors être versé dans le four, 58 kilos répartis en 3 paniers.
Avec des morceaux de charbon et de minerai, un Chiama dresse un château en équilibre. Si le château s'effondre, le processus est engagé. La longue attente a commencé. Durant toute la nuit, la température du four se maintient entre 600 et 680 degrés. Les forgerons vérifient périodiquement l'état de la combustion et chargent le four avec du charbon, puis du minerai. À 2 heures du matin, 13 kilos de charbon. À 4 heures, 36 kilos de minerai. De son côté, Sagou arrose constamment les cloisons des tuyères. Au matin du 27e jour, les hommes continuent de charger le four et d'arroser les cloisons des tuyères. Vers 14 heures, une charge exceptionnelle comprenant 25 kilos de minerai récupéré est enfournée. Par sa présence, ce reliquat d'ancienne fonte rend, paraît-il, le fer plus pur. Et l'attente se poursuit. On se sustente, on raconte des histoires, on retape des outils tout en buvant de la bière de mille. Durant toute la journée, la température du four est restée constante, entre 660 et 680 degrés. La seconde nuit est tombée. Vers 8 heures du soir, le four reçoit sa dernière charge de minerai. La température, quant à elle, atteint les 700 degrés. Un forgeron, dont la femme serait enceinte, ne peut charger le four, car il serait 2 fois père, et il pourrait arriver malheur à l'enfant. Ou alors la fonte serait ratée. Le forgeron doit s'abstenir de siffler durant le travail, car seul le fer qui fond en a le droit. Un homme qui siffle fait encourir le risque d'accident, et le fer ne sera pas de bonne qualité. À 23 heures, le four reçoit sa dernière charge de charbon. Celui dont la plaie est enduite d'un baume contre l'inflammation ne doit pas s'approcher du four, car le baume agirait de même sur le four. Vers 3 heures du matin, le four émet plusieurs craquements. Selon les vieux, le minerai éclate et fond. Dans les heures qui suivent, sa température monte d'un coup à 1100 degrés, puis elle retombe à 765. Des bourdonnements de ruches signalent alors que le fer s'agglutine. Au lever du jour, la température est remontée à 1000 degrés. Le four vrombit, le fer s'est aggloméré en blocs.
Les forgerons s'apprêtent à ouvrir le four. Mais auparavant, Sagou mesure la hauteur du tas de braise qui ne doit pas excéder l'embouchure des tuyères. La température est à 1020 degrés. La décision est prise. Le ventre du four est aussitôt aspergé, puis stimulé par les forgerons. Maintenant, les cloisons peuvent être abattues. Les forgerons se sont placés devant chaque embrasure. Armés de bâtons, ils attaquent l'argile durcie et la brisent. Les tuyères commencent à être dégagées. Les premiers blocs extraits ne sont que des scories. Puis une éponge de métal fait son apparition, suivie de 3 autres. 69 kilos en tout. La plus grosse pèse 19 kilos, les autres environ 9 kilos chacune. Le four a rempli son office. Grâce aux esprits de la maison du fer noir, il a accouché du métal. Les forgerons peuvent à présent étouffer le feu. Le lendemain, les forgerons se sont retrouvés à la forge du village de Kobo. Sur une table de roche, ils fragmentent chaque éponge de fer afin d'en éliminer les impuretés. Puis tout ce fer est chauffé à blanc. En quelques minutes, la température est montée à 1400 degrés. La loupe de fer chauffée à blanc est extraite de la forge. Elle est aussitôt martelée sur la table de roche, puis remise au feu, et de nouveau martelée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le fer devienne l'ébauche d'un sabre.
La lame